prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jeu de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le... Merde, j'ai pas le compte en tête. On se retrouve pour le 47e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de janvier et février 2025, premier Jus de Ciné de 2025. J'aimerais tout d'abord vous remercier infiniment pour vos retours sur le bilan cinéma 2024 qui a plutôt bien marché, donc j'en suis très content et j'ai eu beaucoup de retours très touchants de votre part, donc un immense merci à toutes et tous pour vos retours sur l'émission, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, on continue évidemment à parler de cinéma et de films bien sûr ensemble, quel plaisir. Vous connaissez le principe, vous connaissez le concept, donc j'ai envie de vous dire qu'on va partir tout de suite avec donc tous les films que j'ai vus en janvier et février 2025 que je n'ai pas encore abordés. Il y a quelques films que j'avais rattrapés en janvier que j'ai abordés dans le bilan cinéma. On va pas revenir dessus dans cette vidéo, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Bref, on commence tout de suite avec Vaiana, réalisé par John Musker, Ron Clements, Don Howell et Chris Williams, beaucoup de metteurs en scène. Sorti en 2016, le fameux Disney qui a eu son grand succès quand il est sorti, que ce soit populaire et critique. Beaucoup disaient que c'était un peu le renouveau de Disney, le meilleur film qu'ils avaient sorti depuis des années, etc. Il y a une suite qui est sortie l'année dernière que j'ai pas vue, que j'aurais pu rattraper, ça s'est pas joué à grand chose et finalement non. J'ai envie de dire tant mieux, parce que vu des retours du deuxième film, bon, j'avais pas spécialement envie d'aller le voir, mais bref, c'est un autre sujet. Qu'en est-il de ce Vaiana ? Je l'ai trouvé assez sympathique, mais à coup pas, j'ai beaucoup de mal avec Disney, hein, vous commencez à le savoir. De plus en plus, j'ai un peu du mal à vraiment comprendre leur démarche, à être vraiment touché, à être vraiment investi dans leur récit, etc. Le fait est que ce Vaiana propose un cadre assez sympa, propose un point de départ relativement original. C'est toujours très bien animé, il n'y a pas de problème là-dessus. Après voilà, l'histoire m'a pas plus emballé que ça. Il y a quelques moments rigolos, notamment avec cette espèce de coq un peu bête, où il y a quelques éléments de comédie visuelle qui marchent relativement bien. Après voilà, je trouve que l'histoire manque un peu de consistance, en fait, très clairement. J'ai eu du mal vraiment à m'investir dans le duo principal. Les chansons m'ont pas plus emballé que ça, à part peut-être une ou deux qui sont sympathiques, mais bon, elles m'ont pas transporté. Donc bon, ouais, c'est bien fait, mais ça m'a pas plus parlé que ça, m'a pas plus emballé que ça, donc je l'ai trouvé juste sympa, quoi. Vraiment sans plus. J'ai du mal à voir encore une fois la révolution dans ce film-là précisément. Peut-être que j'en attendais trop encore une fois et que bon, désolé. Et vraiment la suite, j'ai pas très envie de la voir, je vais pas vous mentir. Mais bon, un jour peut-être. Le dossier Mal d'Aurore, réalisé par Fabrice Duvels, que j'avais très envie de voir parce que j'avais beaucoup aimé le précédent film de Duvels qui était Inexorable, qui était dans mon top 2022 si je dis pas de bêtises. Et j'en avais d'ailleurs parlé dans mon bilan cinéma 2024 de ce film-là, dans mes attentes 2025. Donc ça y est. Je l'ai vu, qu'est-ce que ça vaut ? Et c'est beaucoup moins bien que son film précédent, je trouve. Il y a des idées que je trouve assez audacieuses, notamment cette scène de mariage qui est peut-être de façon très injustifiée longue. Ça m'a pas mal fait penser à Voyage au bout de l'enfer d'ailleurs. Je sais pas si c'est un hommage, c'est possible. J'ai pas trouvé la scène inintéressante, beaucoup l'ont trouvé trop longue, mais... En même temps, je trouve que ça raconte quelque chose aussi, au vu de la grande longueur de la scène, on se doute que ça va mal finir. Il y a vraiment cette espèce de côté épée de Damoclès sur les personnages que je trouve malgré tout bienvenu. Le casting globalement est pas mal. Anthony Bajon, je trouve qu'il a quand même un peu de mal à être vraiment crédible, et il a encore vraiment ce côté très miné, je trouve quand même vraiment... il a 30 balais je crois, et vraiment il en fait 10 de moins, et du coup t'as un peu de mal à le prendre au sérieux par moment, mais ça reste un bon acteur. Cool de revoir, comment s'appelle-t-elle, je suis une merde, pardon, Alba Gaël-Belougui, qui était déjà dans Inexorable. Alexis Mananti est très bon, comme d'habitude. Enfin voilà, le casting globalement est très bon. Il y a quelques moments qui sont bien foutus, mais encore une fois, je dirais que soit le film en montre trop, ou soit le film en montre pas assez. Le film manque de souffle quand même globalement. Je trouve qu'il a du mal vraiment à être impactant, je dirais. Je trouve que c'est pas spécialement très bien réalisé non plus, là où Inexorable m'avait vraiment impressionné de ce côté-là. Voilà. Après, c'est un film quand même audacieux, qui est très long, 2h30 quand même, et on voit pas le temps passer, donc c'est déjà pas mal.
Donc c'est pas un mauvais film, c'est juste qu'encore une fois, il m'a manqué un vrai truc en plus pour vraiment être embarqué. Malgré tout, voilà, quand même, le point de départ reste super intéressant. Cette histoire de guerre des polices, un peu, c'est super intéressant. Le côté très critique vis-à-vis du système, etc., c'est assez passionnant en soi. Mais encore une fois, ça aurait presque mérité un documentaire plus qu'une fiction, quelque part. J'imagine qu'il y a eu des documentaires sur ce sujet-là. En vrai, j'imagine. Mais clairement, ça sera pas un des films de l'année, c'est sûr et certain. Alors qu'il y avait, je pense, matière à faire. Donc voilà. Décevant par rapport à Inexorable, finalement. Ça sera quand même le bilan. Neuilly-Poissy, réalisé par Grégory Boutboul, qui est sorti en 2024. Ça aurait pu être un dernier rattrapage avant le bilan cinéma, mais bon, je l'ai vu après avoir bouclé mon bilan, après l'avoir tourné en tout cas. Et bon, de toute façon, il n'aurait pas eu sa place dans le top 10 ou ailleurs, parce que... c'est une comédie française très basique, vraiment. Il y a quelques idées par-ci par-là, ça essaye quand même parfois de se la jouer un peu sérieux, ça marche pas totalement. Il y a 2-3 idées, je dis pas, qui sont pas inintéressantes. Le film est parfois très lourd, sans aucune raison véritable. En gros, encore une fois, c'est une comédie qui aurait mieux fait de pas en être une. C'est dans les moments où le film n'essaye pas de faire rire qu'il s'en sort un peu près. Et il y a 2-3 moments où je suis en mode ah ouais, c'était pas mal, ça, machin. Et puis l'instant d'après, je regrette d'avoir dit ça parce qu'on enchaîne avec une scène de merde. Je pense notamment à la fin qui est une catastrophe absolue. Et de finir là-dessus, je trouve ça, mais ça nique tout le développement dramaturgique qu'il y a eu dans l'heure d'avant presque, dans la moitié du film. Tout est niqué en 30 secondes pour une scène finale que je trouve débile, inutile et vraiment d'une vulgarité folle. Quel dommage. Donc bon, ouais, non, c'est pas un bon film, globalement. Non merci, quoi. Encore une fois, on mérite mieux. Passez votre chemin, ne vous imposez pas ça. Un film par contre que vous devez vous imposer, si vous ne l'avez pas encore vu, Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1975. Ça y est, je l'ai enfin vu. Et sans grande surprise, j'ai beaucoup aimé. Alors ça va être bateau ce que je vais dire, hein, sans mauvais jeu de mots, mais c'est d'une maîtrise folle dans la mise en scène. Il y a une dynamique entre les personnages qui fonctionne parfaitement, donc notamment avec le trio principal dans la deuxième moitié. C'est un film qui marche encore vraiment dans ses effets. Alors la musique, au-delà du thème principal que tout le monde connaît, qui est exceptionnel, je suis assez surpris de voir qu'il y a des moments où la musique est presque un peu trop triomphale. Alors après, c'est du John Williams dans le texte, hein. Mais parfois ça fait peut-être trop John Williams, justement, dans des moments où le film se veut être un peu presque épique. Alors que c'est censé quand même être plutôt un film d'horreur, donc tu te dis est-ce que vraiment c'est bien approprié. Donc il y a 2-3 moments où la musique m'a un petit peu surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Je suis en mode bizarre d'avoir ce ton là dans cette scène là, bon bref. Mais au-delà de ça, c'est une maîtrise absolue, on voit pas le temps passer, c'est passionnant, c'est fait avec virtuosité. Voilà, il y a pas grand chose à redire que c'est un excellent film, quoi. C'est un excellent film et qui a quasiment pas pris une ride. Toujours aussi efficace à découvrir aujourd'hui, donc je suis pas déçu de l'avoir enfin rattrapé. Bravo. Autre classique que j'avais toujours pas vu après toutes ces années, et enfin c'est fait. 2 classiques sur coup que j'ai enfin pu rattraper. Les gens vont enfin arrêter de me dire quoi, t'as pas vu ça? Les Visiteurs, réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993. Grand classique de la comédie française que j'avais toujours pas vu. Je connaissais certaines répliques évidemment. Encore une fois, c'est le genre de film peut-être que j'ai vu trop tard. Je dis ça parce que là pour le coup j'ai pas été particulièrement subjugué. J'avoue que je m'attendais à mieux au vu de la réputation du bordel. Il y a des moments très drôles, indéniablement. L'idée de base est quand même assez savoureuse, mais très honnêtement, déjà en termes de cinéma, je trouve pas que ce soit spécialement bien réalisé. Beaucoup disaient que la première partie était vraiment épique et tout ça. Je l'ai pas trouvé spécialement impressionnante en soi. Autant oui, dans la reconstitution historique, oui, dans certaines mises en situation, tout ça, ouais, pourquoi pas. En fait, le souci quand même du film principal, c'est que c'est un peu le film qui a un peu fait la renommée de certains de ses acteurs, et du coup, il y a des clichés qui s'en sont suivis, notamment par rapport à Christian Clavier, qui fait du Christian Clavier pur jus, si bien que parfois il peut vraiment être à la limite de la caricature presque. C'est un film qui a presque imposé le style Clavier en son temps. En tout cas voilà, c'est quand même pas un film qui est très subtil, ça c'est sûr et certain. Il y a des moments c'est cool, il y a des moments où tu te dis bon ok, on a compris l'idée, c'est pas la peine d'en faire à ce point-là. Je trouve que le scénario en lui-même n'est pas très consistant. Il y a 2-3 moments où je trouve qu'il y a un peu des incohérences, notamment donc avec l'autre personnage joué par Christian Clavier, sans trop en dire, où il y a des arrangements sur le fait qu'on le reconnaisse ou pas assez dommageables. Bon, c'est pour pinailler en vrai, mais bon, tu te dis quand même que ça manque un peu de cohérence à certains moments. J'ai beaucoup aimé le personnage de Valérie Lemercier qui tient très très bien cette espèce d'accent bourgeois, c'est assez savoureux, il faut le dire. Rigolo de voir le maître d'armes dans un rôle comme ça. Moi je le connaissais que pour Kaamelott, donc je savais même pas qui jouait dans ce film-là, qui sont Bugeaud pour ne pas le nommer. Voilà, non, il y a quand même des bons moments, évidemment, il y a 2-3 moments qui sont rentrés dans la légende, j'ai envie de vous dire. J'ai beaucoup aimé la réplique Maman, il y a 2 clochards qui dorment dans le salon. Ça c'est très drôle, c'est quand même culte pour une raison. Je dirais quand même pas non plus que le film est intouchable, loin de là. Et je suis content de l'avoir enfin vu,
Mais bon, j'ai pas non plus été totalement subjugué, je me suis pas esclaffé, j'ai ri à 2-3 moments, enfin un peu plus en vrai, j'ai pas mal ri. Donc c'est agréable, mais malgré tout je trouvais quand même que le film n'est pas très inspiré dans sa mise en scène, n'est pas spécialement intelligent dans son écriture, dans son scénario, et parfois il est quand même assez lourd et enfin un peu trop par moment, donc c'est quand même assez dommage, mais ça reste un bon moment à passer malgré tout, c'est un classique, et c'est quand même cool de le regarder. Donc ça c'est enfin fait, vous pourrez enfin arrêter de me dire « Quoi, t'as pas vu Les Visiteurs, c'est une honte ?» Je vous emmerde, c'est fait. Julie se tait, réalisé par Leonardo Van Dijl, pas facile à dire, dont j'avais parlé aussi dans mon bilan cinéma dans mes attentes 2025, donc un film qui parle de tennis et j'avais dit d'abus sexuels. C'est pas aussi simple que ça, et justement, comment je peux dire ça, toute l'ambiguïté du film va être basée là-dessus. En fait, dès le début, donc, on nous apprend que un coach d'un club de tennis dont fait partie Julie a été écarté, après il a même été suspendu, et on sait pas trop pourquoi. Et justement, tout le film va essayer de nous donner un peu des indices au fur et à mesure, etc. On apprend qu'il avait une relation assez proche avec Julie, justement, et ça va se dévoiler au fur et à mesure, sans non plus trop en dire, parce que Julie se tait. Tout est dans le titre, Julie va très peu s'exprimer, va ne pas parler, va rester extrêmement flou sur ce qui s'est passé, ça. En fait, c'est un film qui vraiment se construit dans ses silences, dans ses non-dits, et qui est assez prenant pour le coup. C'est vraiment un film que j'ai vraiment bien aimé. J'étais un peu perturbé, cela dit, malgré tout, par le mélange des langues, mais en fait, je savais pas du tout qu'en Belgique, il y avait 2 langues officielles, à savoir le néerlandais et le français. Il y a aussi l'allemand, parce que pour le coup, là, Julie est au lycée, je crois, et elle suit des cours d'allemand. C'est vraiment rigolo parce que vraiment, les 2 langues se mélangent parfois presque dans une même phrase ou dans une même conversation, donc ça peut être un peu perturbant. Au début, j'étais un peu paumé, je savais pas, machin, mais bon, apparemment, c'est comme ça en Belgique. Bon, admettons. Au-delà de ça, déjà, du coup, c'est ce qui m'intriguait dans ces scènes de tennis. C'est d'un réalisme assez bluffant. Je ne sais pas si c'est l'actrice était déjà forte au tennis ou si elle s'est entraînée pour le rôle. En tout cas, dans les 2 cas, c'est très impressionnant parce qu'elle joue très très bien au tennis, indéniablement, et les scènes de tennis sont extrêmement réalistes. Donc ça, il n'y a aucun problème, ça fait plaisir de voir ça. C'est très bien réalisé avec une mise en scène très froide, très implacable, mais qui correspond parfaitement au sujet, où du coup tout est absolument cadré, il faut pas trop déborder, notamment dans les dialogues, etc. C'est très bien géré, ça joue très très bien, il n'y a pas de problème, l'actrice principale d'ailleurs vraiment est saisissante. Très dommage qu'elle n'ait pas le Magritte, je trouve. Que dire de plus Non, c'est un vrai bon film, peut-être quelques légères longueurs par-ci par-là, peut-être quelques redites par moment aussi. Notamment, il y a cette scène finale que j'ai pas compris. Générique des films, et on revoit une scène qu'on avait déjà vue dans le film, et du coup, je sais pas ce que ça apporte spécialement. Je pensais vraiment qu'elle allait avoir une révélation à la dernière seconde en mode une petite image en plus qu'on n'avait pas vue avant, etc. Non, c'est apparemment la même scène à l'identique. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'il y a un sens, mais j'avoue, je l'ai pas eu. C'est un bon film, vraiment, parce que c'est vrai qu'en y repensant, quand même, je peux le revoir peut-être un peu à la hausse. C'est un film qui peut avoir une place dans un top 10. En vrai, il faut voir comment l'année se déroule, mais en vrai, c'est pas impossible qu'il se retrouve dans le bilan de fin d'année, parce que c'était vraiment bien. Pareil aussi, la musique qui se fait très discrète, mais qui sait parfaitement s'installer aux moments cruciaux, j'ai envie de dire. Très peu de musique, mais quand elle arrive, souvent ça accompagne vraiment un moment très important et très fort. Encore une fois, j'aime beaucoup la subtilité. Là, pour le coup, c'est un film qui est très subtil, là, pour le coup, donc ça, c'est génial. C'est un film qui est extrêmement précis dans ses dialogues, dans le comportement de ses personnages. Donc, il y a un vrai trouble et un vrai flou qui est gardé pendant tout le film, et du coup, c'est génial. Et on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Il y a des gros indices qui sont balancés au fur et à mesure, mais du coup, je trouve ça génial qu'on n'ait pas vraiment le fin mot de l'histoire, en mode, c'est ça qui s'est passé, point final. J'aime beaucoup le fait que non, c'est pas si simple que ça. Donc, de la nuance, ça, c'est génial. Vraiment un bon film. Bravo. Présence, réalisé par Steven Soderbergh, là aussi un film qui m'intéressait beaucoup, donc avec ce postulat absolument incroyable, un film de fantôme, un film de maison hantée, mais du point de vue du fantôme, et effectivement le film est à 100% du point de vue du fantôme. Donc déjà c'est tourné à l'iPhone, je crois, si je dis pas de bêtises, et en gros voilà, donc le film va être totalement du point de vue du fantôme, c'est à dire qu'on va avoir une POV du fantôme pendant 1h20 de film, où donc on va suivre cette famille qui s'installe dans cette maison, famille on va dire un peu dysfonctionnel sans trop rentrer dans les détails. Et le film, on va essayer de comprendre au fur et à mesure qui est cette présence, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, etc., etc. Avec un petit twist à la fin assez savoureux, je dois dire. En fait, c'est un film qui est très surprenant parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, vraiment. C'est pas un film qui fait peur, quasiment jamais, en fait. C'est vraiment un drame fantastique, presque plus qu'autre chose, parce que c'est quand même très intéressant ce qui nous est proposé vis-à-vis de cette famille qui a de lourds secrets, on va dire. Pareil, il y a aussi beaucoup de non-dits aussi qui sont assez saisissants. Je trouve que le casting est très bon. Je trouve que c'est assez intelligent dans sa construction, dans son montage, etc. Bien qu'on peut se demander, en fait, on justifie les transitions de scène parce que genre la présence s'évanouit ou
ou un blackout ou machin, on sait pas trop, etc. Bon, ça arrange bien le scénario quand même, parce que parfois, ils nous montrent que des trucs qui font avancer le scénario, donc c'est vrai que ça peut être un peu de la facilité, qui est pas vraiment de réelle justification à ça, mais admettons. C'est vrai qu'il y a aussi 2-3 moments qui sont un peu bizarres, parce que quand on sait ce qu'il en est à la fin, tu te dis qu'il y a quand même 2-3 moments, tu te dis bizarre que la présence voit ça. Et non, pour le coup, la scène finale, ah oui, d'accord, très bonne idée de finir là-dessus, j'avais trouvé. Mais c'est vrai que je peux pas non plus cacher le fait que j'étais quand même un peu déçu au final, parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un vrai film d'horreur qui fout les boules et qui vraiment révolutionne presque un peu le côté film de fantôme, etc. Avec cette où vraiment on était que de son point de vue. Bah du coup non, c'est pas du tout ça. Le film n'est pas du tout ça. Ça respecte son idée de base par rapport à la POV, mais malgré tout, c'est pas un film d'horreur. Enfin moi en tout cas je considère pas que c'est un film d'horreur. C'est pas un film qui fait peur. Alors peut-être un jumpscare et à tout casser, sinon c'est pas un film qui fait peur, c'est vraiment un drame familial avec donc cette idée originale dans la forme. Ça dit quand même des trucs aussi sur le fond qui sont extrêmement intéressantes. On peut presque y voir une critique de la famille américaine banale, sur les relations toxiques entre parents et enfants, entre machin. Je trouve ça super intéressant. Et c'est quand même être au crédit du film. Au-delà de ça, voilà, c'est pas un film malgré tout qui, je pense, va me hanter. Lol. Le fait qu'il ait été vendu comme un truc d'horreur et tout ça, bon, c'est un peu de l'arnaque, c'est un peu dommage. Je pense que le film aurait vraiment dû mettre moins en avant le côté horrifique. Après, c'est un choix, hein, mais bon, j'avoue que ça m'a un peu déçu. Je peux pas dire le contraire, mais bon, ça reste un film intéressant. Et encore une fois, le petit twist final m'a eu, je dois bien l'avouer. Blanche-Neige et le chasseur, réalisé par Rupert Sanders, sorti en 2012. Bon, du coup, une réadaptation de Blanche-Neige. Quand je dis réadaptation, c'est vraiment pour le coup, ça suit pas vraiment le film d'origine. On reprend quelques éléments évidemment du conte de base, mais c'est quand même un peu une nouvelle histoire, donc c'est relativement appréciable, je dirais. On a quand même les trucs à peu près principaux, mais il y a quand même quelques nuances dans le déroulement. C'est un film qui est assez banal, c'est un film moyen, c'est pas mauvais, c'est pas bon non plus, ça se suit sans déplaisir, quelques idées sympas, mais voilà, c'est vraiment pas le genre de film qui te marque, tu l'as un peu oublié dès que tu l'as vu. Kristen Stewart se sentait obligée encore de jouer comme dans Twilight, donc elle joue pas très bien, heureusement qu'elle joue mieux après. Mais là, pour le coup, dans ce film-là, vraiment, elle a encore trop d'expressions faciales comme dans Twilight. On a vraiment l'impression que le réalisateur lui a dit joue comme dans Twilight, mais personne n'avait kiffé son jeu dans Twilight, donc je comprends pas l'idée. Donc c'est un peu dommage, du coup, parce que le personnage est un peu comme fade et pas très intéressant. Pour le reste, voilà, il n'y a pas d'étincelle en fait. Vraiment, c'est un film où c'est un peu le plat, quoi. Il y a aucun moment où tu te dis c'est honteux, c'est de la merde ce que je vois, et il y a aucun moment où tu te dis ah ouais, c'est sympa. Voilà. Donc c'est moyen, on peut pas vous dire mieux. Un parfait inconnu réalisé par James Mangold, le fameux biopic sur Bob Dylan avec le fameux Timothée Chalamet, bien sûr Chalamet, comme on l'aime l'appeler ici. Bon, je suis pas très biopic, vous le savez, Bob Dylan, je connaissais de nom évidemment, je connaissais quelques chansons, mais vraiment, voilà, je connaissais pas plus que ça, je dois avouer. Au final, je dirais encore une fois, ça m'a pas spécialement parlé. C'est pas un film qui est intéressant, c'est un film qui se suit bien. Il y a quelques belles idées, le casting est globalement très bon. Après voilà, c'est vrai qu'il faut aimer le folk, il faut aimer Bob Dylan pour vraiment être embarqué, je dirais. Après voilà, Chalamet est très bon, il chante très bien, il y a des moments où c'est assez bluffant dans le sosisme vocal, ça va pas se dire, je vérifie, sosisme, non ça n'a rien à voir. Dans l'imitation de Bob Dylan. Le reste du casting n'est pas en reste, hein, que ce soit par exemple Monica Barbaro en John Baez qui est très bien aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage de Elle Fanning aussi, qui est très intéressant. J'adore Elle Fanning de toute façon. Il y a aussi toute une dimension très émouvante avec le personnage de Woody Guthrie qui fonctionne très bien. J'aime bien aussi l'intervention de Johnny Cash, ce qu'il apporte, etc. C'est assez ludique de voir un peu l'évolution du personnage de Bob Dylan, de voir comment musicalement il a évolué. J'aime bien aussi le fait qu'on l'idéalise pas totalement, notamment dans son rapport avec les femmes et aussi dans sa relation donc avec son mentor du début où les relations sont un peu dégradées, etc. Machin. Voilà, c'est pas un biopic qui est totalement aseptisé, donc ça c'est plutôt cool. Après encore une fois, je suis pas très biopic. Bob Dylan, c'est pas forcément quelqu'un qui m'intéressait de fou. C'était sympa à suivre, mais voilà, je vais pas non plus dire que c'est un film incroyable. Faudra voir, peut-être qu'avec le temps, peut-être que je le reverrai un peu à la hausse, mais bon, en l'état, vraiment sympa. Loin d'être le meilleur film de James Mangold pour le coup, parce qu'encore une fois ça reste du biopic, donc ça reste quand même limité. Il y a quand même assez peu d'idées novatrices dans le biopic, on va dire. Ça reste quand même relativement balisé, dommage. Non, ça évite quand même un peu le piège du biopic Wikipédia, ça essaie quand même quelques petits trucs. C'est toujours au moins mettre au crédit du film. Et encore une fois, le casting porte l'ensemble largement, donc ça aussi, il faut quand même le noter. On va parler, je vais plus ou moins les mettre ensemble, parce que ça fait partie de la même saga, et je les ai vus quasiment coup sur coup. À savoir les deux premiers films Paddington, réalisés
par Paul King. D'ailleurs, je vous déçois tout de suite, j'ai pas encore vu le 3, donc j'en parlerai pas dans cette émission, peut-être dans l'émission d'après. Désolé, ça va faire une grande pause entre les deux, mais tant pis. Le premier, donc, sorti en 2014, bah c'est très charmant, sans aucune surprise. C'est très agréable à suivre. C'est très mignon, Paddington est tout choupinoupiné. Il y a certaines idées qui sont sympas, il y a quelques moments qui sont rigolos, quelques idées de mise en scène sympas. Voilà, après, j'ai quand même trouvé l'ensemble très enfantin, trop enfantin peut-être. Alors je sais bien que c'est quand même relativement destiné à un public jeune, mais quand même, ça n'empêche pas de pas être non plus totalement niais. Après, l'émotion fonctionne, je dois avouer que la scène de début est relativement émouvante. Le moment aussi où il est un petit peu... où il arrive justement à Londres, où il est totalement paumé. Il y a quand même un truc qui prend un peu au trip, je dois dire. Même sur la fin, c'est relativement émouvant. Mais j'avoue que voilà, dans le déroulé, c'est quand même très classique. Il y a certains moments qui sont assez ludiques, mais globalement, bon, voilà, c'est quand même pas un film qui, je trouve, est particulièrement... Waouh! Voilà, c'est un chouette moment. Je pense que malgré tout, il manque d'un truc pour que ce soit plus marquant. On sent que le potentiel est là. On sent que vraiment, il y a une envie de raconter des trucs et vraiment de s'imposer comme un tour de qualité, etc. Il y a des bases très solides, indéniablement. En vrai, il y avait tout pour que la suite soit mieux. Spoiler, la suite est mieux. Paddington 2 sorti en 2017. Encore quelques petites imperfections par-ci par-là. Encore une fois, un côté un peu trop enfantin. Mais par contre, on peut pas nier que le film est d'une générosité folle dans son humour, dans ses émotions, dans ses personnages. Tout le segment de la prison est assez génial et jouissif. Tous les nouveaux personnages sont super intéressants. La dynamique de la famille fonctionne encore très très bien. Paddington est encore trop choupinopiné. Et la fin, je dois avouer que j'ai chialé comme une grosse merde comme tout le monde. Le film m'a eu dans la fin. Donc voilà, non, Paddington 2 est une très bonne suite, indéniablement. Supérieur au premier film, surtout pour le 2, les films valent le coup d'œil. Après, donc avoir le 3, donc, qui n'est plus fait par Paul King, où j'ai eu quand même des retours assez mitigés. Peut-être le film de trop, on verra bien. Paddington, effectivement, c'est tout mignon, ça réussit son rôle. Et ce Paul King est quand même un metteur en scène assez intéressant. On rappelle qu'il avait fait Wonka aussi après ça, qui était quand même, j'en ai parlé dans l'ambiance cinéma 2023, très sympa. Des bons films, notamment le 2. Jack Reacher, réalisé par Christopher McQuarrie. Première collaboration du metteur en scène avec Tom Cruise avant qu'il fasse tous les derniers Missions Impossibles à partir du 5. Film donc, j'allais dire d'agent secret. C'est plus compliqué que ça, mais bon, en gros, le personnage de Tom Cruise, c'est un ancien... militaire, machin, il est un peu dans son monde, il fait ses bails et puis d'un seul coup, on a besoin de lui et puis il va collaborer avec, j'allais dire que la police, oui et non, mais surtout avec une avocate jouée par Rosamund Pike et du coup, il va essayer de trouver le responsable d'un multi-meurtre. C'est bizarre dit comme ça, mais une série de meurtres. Tout bêtement. Pour le coup, la scène d'intro du film est assez saisissante. Les 5 premières minutes sont assez chocs. Et j'étais assez surpris de voir ça dans un film américain. J'étais en mode putain, ok, donc on peut se permettre de faire ce genre de scène en 2012. Dommage que le reste du film soit pas vraiment à la hauteur, notamment dans ces dernières 20 minutes, qui sont franchement assez convenues. Et c'est très dommage parce que jusqu'ici, le film était vraiment bon, très agréable à regarder, avec une bonne mise en scène, un bon casting. Il y avait une vraie intensité, on avait vraiment envie de savoir vers où ça se dirigeait, etc. Le film gâche un peu tout dans son final, où tout devient un peu... Ouais, on a l'impression qu'ils savaient pas vraiment comment terminer le film et tout se casse un peu la gueule sur la fin, ce qui est très dommage parce que le reste est vraiment très agréable à suivre. Et encore une fois, il y a cette scène d'intro qui est assez excellente, donc dommage. Et voilà, et encore une fois, c'est les prémices de ce que les deux mecs, McQuarrie et Cruise, vont faire dans Mission Impossible après, donc ça c'est intéressant à regarder pour ça au moins. Moi moche et méchant, réalisé par Chris Renaud et Pierre Coffin, le premier, sorti en 2010. Moi moche et méchant, saga dont j'avais longtemps entendu parler, ça m'avait jamais vraiment attiré, puis finalement, allez, ça y est, on est parti avec le premier film. J'ai trouvé ça très sympa, assez mignon, assez drôle par moments, assez charmant aussi. Les personnages sont vraiment attachants. J'ai bien aimé Vector. Et je dois dire que la VF Eric Métayer est excellente. Même Gad Elmaleh aussi est vraiment bon en gros. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a aussi la traduction des fameux mignons. Je dois dire pour le coup, j'avais vraiment peur que dès le premier film, ils soient vraiment omniprésents, qu'ils accaparent tout le truc, etc. Non, je trouve quand même qu'ils sont relativement utilisés à bon escient, je trouve quand même globalement. Ils sont pas trop présents, ils sont pas en trop. Ils arrivent plutôt bien à s'intégrer à l'histoire. Du coup, ça accentue aussi un peu le côté un peu loufoque de l'ensemble, qui fonctionne plutôt bien. Bien que parfois, on peut se dire que ça peut un peu niquer l'émotion par moment, le fait que ce soit un peu trop absurde par moment, ça fonctionne quand même. Il y a aussi quand même ce côté de la promesse d'avoir un personnage vraiment méchant, etc. Finalement qui ne l'est très peu au final. C'est le problème avec ce genre de film où les méchants sont finalement pas si méchants que ça. À la limite, c'est pas si grave que ça. C'est très sympathique. Voilà, j'ai passé un plutôt bon moment. Après, je trouve pas non plus que le film soit incroyable, encore une fois. Si c'est meilleur de la saga, ça me donne pas spécialement envie de voir les suites, mais bon, peut-être qu'on y arrivera. Donc voilà.
sympathique. La Pampa, réalisé par Antoine Chevrolier, un premier film qui a eu son petit succès critique, encore une fois qui met en avant la campagne profonde, on va dire, après des films comme Leurs enfants après eux ou 20 dieux récemment, donc qui suit deux amis, Willy et Jojo, qui voilà s'ennuient mais qui font de la moto et qui veulent se barrer de là, et puis un jour... Willy va découvrir la secret de Jojo et à partir de là, ça va partir en couille et j'en dis pas plus. C'est un film que j'ai trouvé plutôt bon, même si, encore une fois, c'est marrant parce que ça a été aussi le cas pour 20 dieux ou même Leurs enfants après eux. Il y a quand même un truc qui m'a pas embarqué plus que ça. C'est un sujet qui est fort, c'est un sujet important, dans un contexte qui a son importance. Et en ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Le casting est bon, les personnages sont intéressants, on a envie de les suivre. Et malgré tout, je trouve que la partie dramatique fonctionne pas très bien parce que le film mélange pas mal de sous-intrigues, notamment dans sa seconde moitié, qui vont très mal s'imbriquer et s'emboîter, et du coup on a un peu du mal à être vraiment investi émotionnellement, je dirais, ce que je trouve très dommage. Il y a un truc qui prend pas en fait, dans ce mélange très étrange en même temps c'est giga dramatique, et en même temps on fait quand même notre vie, enfin c'est très complexe, enfin je peux pas dire vraiment ce qui se passe précisément pour pas spoiler, mais il y a un drame qui survient, et je trouve que tout ce qui suit derrière, le traitement est très bizarre. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et même, je trouve que j'ai vraiment eu du mal un peu à croire en vrai à la véritable amitié, au côté vraiment extrêmement soudé des deux personnages principaux. Peut-être qu'il manque des scènes, peut-être que le film est un peu trop court. Je sais pas, il m'a manqué un truc. Je trouve que en termes de scénario, il y a quelques manquements. Je trouve que c'est pas particulièrement fluide dans l'écriture. Dans la mise en scène, il y a quelques petites fulgurances, mais malgré tout, je l'ai trouvé relativement banal. Une chouette photo aussi quand même, faut bien le dire. Mais voilà, il y a quand même des idées, le film essaie quand même quelque chose, c'est encore une fois relativement intéressant à pas mal de moments. Au-delà de ça, si quand même je peux faire un bilan avec tous ces films là, machin, qui changent totalement de cadre, qui quittent Paris, etc., c'est génial quand même de voir le cinéma français qui essaye vraiment de montrer d'autres choses, de montrer un autre aspect de la France aussi, qui existe. Ça, je trouve ça vraiment très sympa, et il faut évidemment encourager ce genre de démarche, bien sûr, indéniablement. Et enfin, The Monkey, réalisé par Oz Perkins, nouveau film du réalisateur de Longlegs, dont j'avais parlé dans le bilan cinéma 2024. J'avais envie de donner une seconde chance à Oz Perkins, après un Longlegs qui m'avait quand même un peu déçu, même s'il y avait quand même des qualités indéniables. Et The Monkey, déjà, il y avait vraiment une proposition totalement différente, parce qu'en ça on reste dans l'horreur, mais le film se voulait quand même aussi très comique, et les comédies horrifiques c'est très dur à faire, je trouve, parce que souvent le film fait trop rire pour faire peur et fait trop peur pour faire rire, donc c'est compliqué à faire. Je voulais voir si Oz Perkins allait pouvoir s'en sortir dans cet exercice très périlleux, donc avec cette adaptation d'un roman de Stephen King. Le résultat est extrêmement contrasté. Alors j'avais beaucoup moins de hype par rapport à Longlegs, mais malgré tout c'est très compliqué, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées, il y a vraiment des moments qui sont assez rigolos et très cool. Il y a un côté très destination finale qui est pas désagréable, mais alors vraiment, il y a quand même des moments qui sont très cons, inutilement. Toute la dernière partie, globalement, est très conne. Le scénario est vraiment très paresseux par moments. En termes d'effets visuels, on sent qu'il n'y a pas un gros budget, donc c'est un peu bâclé, quoi, vraiment. Après, oui, le film a un côté très décomplexé à assumer, mais du coup... il y a vraiment des moments où tu te dis que ça en fait peut-être un peu trop. Et encore une fois, c'est une intro qui est assez réussie, comme dans Longlegs. Il y a 2-3 moments qui font un peu peur. Un peu, je dis pas. Et il y a d'autres moments qui font rire. Donc, curieusement, dans l'équilibre comédie-horreur, il y a des moments où ça fait mouche. Ce qui est pas mal du tout déjà, parce que c'est vraiment, encore une fois, très difficile à faire, je trouve. Mais le problème, c'est que le film est entaché, non pas par son équilibre comédie-horreur, mais par sa connerie abyssale. Du coup, c'est pas consistant, ça ne fonctionne pas. Là, pour le coup, ça nique totalement la comédie et l'horreur. Je dirais que c'est presque trop court aussi. Il manque des scènes, encore une fois, je trouve, presque. Et le casting est pas particulièrement brillant. C'est vraiment de la série B, alors certes, qui s'assume, hein, mais c'est quand même trop con. Un film peut être débile tout en étant extrêmement satisfaisant à regarder, là c'est pas le cas ici. Au final, il est tout juste regardable, quelques fulgurances valent le coup, mais en vrai, c'est pas un film que je recommanderais particulièrement. Après, je dois dire que ça reste relativement différent que de Longlegs, indéniablement. Donc au moins, ça propose un peu autre chose, bien qu'on peut retrouver quand même une certaine approche esthétique qui va déjà dans Longlegs à certains moments. Là, c'est pas vraiment l'équilibre comédie-horreur qui fonctionne pas, c'est plus l'équilibre prise au sérieux connerie, je dirais. Après, ça peut être lié à la comédie horrifique, donc quelque part, finalement, ça reste peut-être le même problème que d'habitude. Dommage. Et voilà pour ce premier jus de ciné de 2025. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. Voilà, écoutez, pas besoin qu'on s'en de plus. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Voyez des films, évidemment, et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Salut!